Merci beaucoup, docteur Dadès, et je remercie la Ligue mauritanienne de m'avoir invité, d'avoir accepté de faire ce cours. C'était en un temps record, il faut le reconnaître. Merci beaucoup, c'est une occasion inestimée. Voilà, donc vous avez mon écran, vous êtes tout est. Alors, le problème, Oui, on l'a. le problème, c'est les petites. Voilà. Alors, donc, je vais parler aujourd'hui de l'épilepsie pharmacorésistante. Et depuis ce matin, on n'a pas arrêté d'entendre parler de tout ce qui est pharmacorésistance et quelles sont les possibilités thérapeutiques et quels sont les moyens pour lesquels qu'on a à notre disposition pour y remédier. On va discuter aujourd'hui et maintenant, on va discuter à quel moment on doit faire le diagnostic d'une épilepsie pharmacorésistante, parce qu'on le veuille ou non, ce n'est pas aussi évident, et quels sont les critères et quels sont les éléments qui vont nous permettre de faire ce diagnostic précoce de pharmacorésistance afin d'améliorer la qualité de vie. Et bien sûr, terminer en parlant un peu sur les possibilités thérapeutiques que nous avons à notre disposition actuellement pour pallier à cette difficulté. Alors, la pharmacorésistance, donc, comme vous le savez, après ma première motothérapie, nous avons pratiquement 70% des rémissions. Si on ajoute une deuxième monothérapie, on aura 5 à 10% de plus, pas beaucoup. Mais après, malgré une trentaine de médicaments antiépileptiques qui sont à la disposition maintenant des épileptologues, le taux de pharmacorésistance reste le même malgré tous ces efforts de la mise sur le marché de nouveaux antiépileptiques. Alors, si on sait que cette pharmacorésistance, elle a plusieurs conséquences sur la vie de ces patients avec épilepsie, la déficience intellectuelle, les blessures, des troubles psycho-affectifs, une diminution de la qualité de vie, des décès prématurés, le SUDEP, on sait vraiment, on imagine un peu quel est le burden et le fardeau de cette pharmacorésistante pour le patient lui-même, mais aussi pour sa famille, puisque ça, un enfant ou une patient avec une épilepsie pharmacorésistante, elle est complètement sa qualité de vie et les problèmes qu'elle fait face deviennent de plus en plus importants. D'où la nécessité vraiment et de penser sérieusement à la possibilité de faire un diagnostic précoce qui permet rapidement de proposer d'autres moyens thérapeutiques. Parfois, il ne faut pas s'acharner jusqu'à la fin et afin de proposer à ces patients, à ces personnes avec épilepsie, une possibilité thérapeutique qui peut les améliorer et parfois même les sauver. Alors, une idée de la fréquence de cette pharmacorésistance, malheureusement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans nos régions, mais revoyons ensemble quelle est la définition de la pharmacorésistance dans notre pratique. Au début, c'était la persistance de au moins une crise par mois après 18 mois d'un traitement bien conduit avec 2 médicaments antiépileptiques majeurs ou plus. Et alors, avec cette définition, beaucoup de travaux qui ont été faits et à chaque fois, on a des critères de diagnostic et des critères de pharmacorésistance. Parfois, on dit une crise avec 3 mois sur 18 mois et surtout 3 mois, il y a moins de 3 mois de liberté, de libre de crise. D'autres études après 2 ans, d'autres études, ils utilisent un médicament, d'autres études, ils prennent en considération 2 à 3 médicaments. Et on sait aussi dans notre pratique quotidienne que parfois, on n'a absolument pas besoin d'attendre les 18 mois. Avant, quand on faisait pour faire le diagnostic de pharmacorésistance, on était obligé d'essayer le premier traitement, un deuxième traitement, un troisième traitement et on devait attendre ce passage de 18 mois ou ces 3 périodes pour être sûr que c'est une pharmacorésistance. Il s'avère que c'est une définition qui est très préjudiciable pour certains syndromes épileptiques pour lesquels on peut faire le diagnostic précocement d'une pharmacorésistance. L'exemple le plus typique chez les enfants, c'est les encéphalopathies épileptiques. On n'a absolument pas besoin d'attendre les 18 mois pour faire le diagnostic
le diagnostic d'une pharmacorésistance. C'est ainsi qu'en 2010, il y a eu une autre proposition de définition. Je dis bien proposition de définition parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment une définition qui satisfait tout le monde. C'est l'échec d'essais adéquats de 2 antiépileptiques bien tolérés, choisis et utilisés de manière appropriée, que ce soit en monothérapie ou en association, pour obtenir une absence durable de crise épileptique. Et quand on parle d'essais adéquats, c'est-à-dire appropriés, on ne va pas s'amuser d'utiliser des médicaments qui ne sont pas très bien indiqués, bien tolérés, bien sûr, éviter les effets secondaires, d'où l'importance de bien choisir sa monothérapie, et bien sûr, pour obtenir une absence durable de crise. Et cette absence durable, quand on parle d'une absence durable, c'est-à-dire c'est 3 fois l'intervalle qui a été pour une absence de crise. Donc, tous ces éléments, avec cette définition, on est conscient qu'on n'a pas besoin d'attendre les 18 mois et qu'on n'est absolument pas qu'avec 1 ou 2 médicaments, on peut faire dans certaines situations, on peut faire le diagnostic de crise de pharmacorésistance et de commencer à proposer à ces patients d'autres alternatives thérapeutiques. Ici, ce sont les moyens de faire le diagnostic d'une pharmacorésistance. Il y a 2 niveaux. On détermine 2 niveaux. Le premier niveau, bien sûr, c'est de déterminer qu'il s'agit bien d'une pharmacorésistance, c'est-à-dire que éliminer tout ce qui n'a pas été, tout ce qui n'est pas une pharmacorésistance, c'est-à-dire être sûr, comme on l'a dit, que le traitement a été bien approprié, qu'il a été bien toléré et qu'il n'y a pas d'effet indésirable, etc. Et puis le niveau 2, c'est en éliminant tous les facteurs et en étant sûr que tous les facteurs d'une bonne utilisation du médicament ont été faits. C'est à ce moment-là qu'on peut proposer et qu'on peut dire que notre patient présente une pharmacorésistance. Alors, comme vous le savez, dans notre pratique quotidienne, on a été confrontés tous à cette pharmacorésistance et la pharmacorésistance c'est pas quelque chose de rigide, c'est pas quelque chose de fixe, c'est un modèle vraiment dynamique et on distingue en pratique clinique plusieurs situations. On peut être devant une situation d'une pharmacorésistance de novo, c'est-à-dire dès le départ, le patient ne répond pas à ces médicaments qui ont été utilisés de façon appropriée et avec un diagnostic d'épilepsie qui a été bien posé. L'exemple le plus typique, c'est bien sûr les encéphalopathies développementales et épileptiques, un syndrome d'Ohtahara ou un syndrome de West. On sait très bien que dans ces encéphalopathies développementales d'origine génétique, la pharmacorésistance, elle est de nouveau. Deuxième situation, on peut avoir une pharmacorésistance qui peut apparaître après une période de réponse au traitement. Et ici, vraiment, c'est le moment de faire la distinction entre vraiment une pharmacorésistance vraie d'une pharmacorésistance qui est due à une mauvaise utilisation de l'antiépileptique, par exemple. Et ça nous fait revenir au niveau 1 qu'on doit éliminer, qu'on doit s'assurer qu'elle a été respectée pour parler d'une pharmacorésistance. Troisième situation, c'est que nous sommes avec un patient, on passe d'une situation de pharmacoréponse à une situation de pharmacorésistance. Et ça, vraiment, c'est l'exemple typique de certains encéphalopathies épileptiques ou les encéphalopathies avec épilepsie. L'exemple le plus typique, c'est les enfants avec paralysie cérébrale ou avec déficience intellectuelle et qui passent par une période où tout semble, ou surtout les enfants avec une malformation corticale, ce sont des enfants ou des patients qui sont pendant un certain temps, ils sont bien, ils répondent bien au traitement pendant une période assez longue, durable, c'est-à-dire, et après, il y a à un certain moment, pour une raison ou une autre, c'est possible que ça soit déclenché par une mauvaise utilisation ou autre, et on arrive à une pharmacorésistance.
Et bien sûr, on peut avoir une quatrième situation qui est malheureusement qui n'est pas la plus fréquente, mais qu'on adore avoir dans notre pratique quotidienne, c'est qu'on passe d'un patient qui a une pharmacorésistance et qui va évoluer vers une réponse au traitement. Donc, en fin de compte, la pharmacorésistance, c'est quand on fait le diagnostic d'une pharmacorésistance chez un patient, on ne doit pas s'arrêter et être figé dans notre situation. Il faut vraiment se méfier. Parfois, on a une pharmacorésistance qui a évolué bien. Parfois, on a une pharmacoréponse qui va évoluer de façon péjorative et il faut toujours être vigilant et faire le diagnostic précocement et surtout faire les facteurs et être vigilant pour déterminer les facteurs de risque de cette pharmacorésistance à chaque étape de notre prise en charge. Alors, quelle est sa fréquence? Et ça, je peux vous le dire que sa fréquence, elle est disparate. Elle a été retrouvée chez les enfants dans 25% des cas, chez les adultes dans entre 14 et 40% des cas. L'incidence est variable en fonction de la population étudiée. Si c'est une incidence qui est faite sur des études sur une population générale, c'est plutôt 14,6%, mais si les études sont faites sur des populations de patients hospitalisés, là, on imagine que le taux sera beaucoup plus élevé puisque ce sont les patients avec difficultés thérapeutiques qu'on va hospitaliser et le chiffre, il monte à 36%. Bien sûr, cette pharmacorésistance, quelles que soient les études et quelle que soit la population qu'on va prendre en considération, elle est beaucoup plus élevée dans les épilepsies focales, malheureusement. Alors, comme je vous l'ai dit, pour parler d'une pharmacorésistance et pour être sûr du diagnostic d'une pharmacorésistance, il faut avant tout être sûr que le niveau 1 a été assuré, c'est-à-dire éliminer tous les cas de fausse pharmacorésistance. Et ces cas de type ceci nous amène à rappeler que la démarche diagnostique, on devrait avoir pour chaque patient, on devrait avoir et systématiquement et à chaque consultation s'assurer que notre démarche diagnostique a été bien faite, c'est-à-dire que devant cette crise épileptique, nous avons bien déterminé le type de crise épileptique, nous avons bien mis en évidence une étiologie et surtout éliminer les étiologies qui sont traitables. Deuxième situation, deuxième niveau, c'est de s'assurer de quel type est l'épilepsie, déterminer le syndrome électroclinique, déterminer aussi l'étiologie et puis mettre en évidence les comorbidités. C'est le seul moyen d'avoir un traitement adéquat et d'éviter des situations qui peuvent prêter à confusion avec une pharmacorésistance alors qu'il s'agit plutôt d'une difficulté ou d'une erreur dans notre démarche diagnostique. Et là, je vais vous donner quelques exemples. Alors, devant une épilepsie qui semble résister au traitement, il faut vraiment répondre à quelques questions. La première, c'est est-ce que mon diagnostic d'épilepsie a été correct? Et je rappelle que les études ont montré que 20 à 26% des erreurs diagnostiques sont dues à un interrogatoire incomplet ou à une mauvaise interprétation de l'EEG. Et là, on l'a vraiment bien démontré au cours de ce cours. Deuxième question, est-ce que mon traitement a été vraiment adapté? Est-ce que mes critères de choix du médicament antiépileptique ont été respectés, c'est-à-dire l'efficacité, le spectre d'action, les effets indésirables, le coût, les comorbidités? Est-ce que tous ces critères ont été respectés dans mon choix du médicament antiépileptique? Troisième question à laquelle je dois répondre. Alors, il y a une seule personne qui doit parler, c'est moi ou vous. Voilà, c'est moi. Alors, les protocoles spécifiques, est-ce qu'ils ont été respectés? Là, on a bien parlé depuis hier de l'intérêt d'avoir une polythérapie rationnelle et de ne pas s'acharner à augmenter un médicament à des doses faramineuses alors qu'il suffit d'associer des médicaments entre eux. Et bien sûr, qu'on le veuille ou non, et ça doit se marier avec la première ordonnance, est-ce que l'hygiène de vie est respectée, surtout chez les adolescents, parce que vous le savez bien, parfois ce sont
les stimulations lumineuses intermittentes chez ces adolescents qui ont une vie nocturne assez agitée, c'est elles, malgré un traitement bien conduit, peuvent être source de cette résistance au traitement anti-épileptique. Voilà les quelques raisons qui ont été déterminées par Kwan et Brody. Donc, mauvais diagnostic, mauvaise utilisation du traitement, mauvaise dose qui est inadéquate et bien sûr le niveau 2. Et alors, voici un exemple que je vais vous montrer à propos de la difficulté des épileptiques. Premièrement, c'est un enfant qui suivait à la consultation de neurologie pédiatrique. Là, les parents, quand ils sont venus consulter, c'est parce qu'il y avait l'enfant, il y avait une déviation des globes oculaires, on n'a pas vu de vidéo. Et pour nous, quand on a fait le diagnostic, une révulsion oculaire chez un enfant de cet âge, le diagnostic d'absence a été retenu. On n'a pas eu, à ce moment-là, on n'avait pas ces notions de G. Et le G, il était peut-être avec des anomalies intercritiques. On a retenu le diagnostic d'absence, on l'a mis sous traitement, pas d'amélioration. En fin de compte, quand on a fait le diagnostic, quand on a eu la chance d'avoir cette vidéo au niveau de la consultation, il s'avère que c'est un enfant, il avait plutôt un strabisme divergent paroxystique et qu'il n'avait absolument pas d'absence résistance au traitement. Deuxième élément pour le diagnostic de l'épilepsie, c'est de dire est-ce que le type de crise épileptique elle a été correct. Cet enfant qui est âgé de 16 ans, il a été hospitalisé à l'âge de 16 ans pour une épilepsie pharmacorésistance parce qu'elle a fait des épisodes d'arrêt de l'activité. À ce moment-là, le diagnostic d'une crise focale a été retenu. Elle a été mise sous carbamazépine avec une aggravation et en fin de compte, hospitalisée pour une épilepsie pharmacorésistance et on a été sidéré en voyant un EEG avec une absence typique. Donc, c'est une absence qui a été, où le type de crise n'a pas été bien déterminé dès le départ et un traitement qui a permis d'aggraver cette épilepsie. L'EEG est-il bien interprété? Fréquemment, et on est tous au courant que l'hyperventilation elle est souvent prise en considération comme étant une absence. Les fuseaux de sommeil sont fréquemment pris comme des rythmes rapides. Et là, voici les études qui ont été faites surtout par Salim Bedbedis, qui a beaucoup démontré les faux positifs de l'électroencéphalogramme avec un pourcentage qui peut avoisiner les 8%, ce qui est énorme. Et là, j'insiste sur le fait que des formations en électroencéphalogramme dans notre région sont vraiment très importantes et doivent constituer un de nos objectifs. Et c'est pour cette raison qu'on a mis en place le site web sur l'aide pour aider nos jeunes épileptologues et nos jeunes neurologues à l'interprétation de l'EEG. Le traitement a-t-il été bien indiqué? Est-ce que l'enfant ou le patient il a pris son médicament? Et comme vous le savez, quand le patient n'est pas ni le diagnostic, il ne va pas prendre son médicament. Mauvais observant, sous-utilisé pour des problèmes de coût. Il y a des patients que vous donnez 3 comprimés, ils prennent 2 parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter. Donc, dans notre choix du traitement antiépileptique, le coût est très important. Sous-dosé, parfois, il faut se méfier pour les enfants quand on donne des rendez-vous à 6 mois. À 6 mois, un nourrisson, il peut doubler de poids. Donc, il faut se méfier de ces difficultés. Les effets indésirables qui peuvent entraîner l'arrêt du traitement, surtout les effets indésirables sédatifs, troubles cognitifs, l'obésité. Et bien sûr, il faut se méfier, il faut s'assurer que le traitement est bien adapté. Il faut toujours se rappeler que certains médicaments pourraient aggraver certains types de crises tels que la carbamazépine avec les absences et les myoclonies. Et là, c'est un exemple que je vous rappelle, cet exemple de cette jeune femme qui était venue sur chaise roulante parce qu'elle avait une fracture, parce qu'elle n'arrêtait pas de chuter. En fin de compte, elle a fait une crise épileptique généralisée tonico-clonique isolée à l'âge de 15 ans. Bilan étiologique négatif, carbamazépine, et en fin de compte, elle n'arrêtait pas de faire des crises atoniques et des myoclonies. Et quand on a refait l'interrogatoire et on a fait l'EEG, il s'avère que c'est une épilepsie myoclonique juvénile. Oser aussi la polythérapie, comme chez ce garçon, 7 ans, crise atonique, examen normal, on l'a mis sous traitement, rien à faire, traitement, valproate, carbamazépine. Ce n'était pas une bonne association, ce n'était pas un bon raisonnement thérapeutique.
persistance des crises atoniques et en fin de compte, quand on l'a mis sous la motrigine, là, on a eu l'absence et la disparition de ces crises atoniques. Il faut se méfier aussi des fausses pharmacorésistances. Les épilepsies tratables, et chez l'enfant, on n'a pas le droit de passer à côté. Et je pense qu'on les a vus ce matin au cours de notre première ménothérapie. Je vais insister sur un seul exemple, c'est le déficit en transporteur du glucose intracérébral ou le déficit en GLUT1 ou le diagnostic. La clinique doit... c'est un diagnostic qu'on doit évoquer chez des enfants qui ont une épilepsie pharmacorésistante et surtout avec des crises multiples et surtout avec une absence précoce. Là, c'est la ponction lombaire qui va mettre en évidence le faible taux de glucose avec un rapport très faible. Et bien sûr, à eux seuls, ça vous permet de faire le diagnostic et de donner le traitement. Là, vous pouvez donner tous les traitements médicamenteux épileptiques, ça ne va pas s'améliorer, c'est le régime cétogène qui va améliorer ces enfants. Alors, quels sont maintenant les moyens? Donc, on a vu qu'on a éliminé les fausses pharmacorésistances, on est sûr d'un autre diagnostic, mais avant, est-ce qu'on avait l'occasion et est-ce qu'on avait des signes qui nous permettaient de faire un diagnostic précoce et de ne pas tomber dans ce piège de cette pharmacorésistance? Bien sûr, il y a le début des crises très précoces, ça c'est connu. Les crises qui sont dues à des lésions cérébrales, ils sont plus pharmacorésistantes que les autres. Les anomalies à l'EEG, surtout les anomalies focales, les antécédents de crise fébrile, les anomalies de l'EEG, mais aussi de l'examen neurologique, que ce soit une déficience intellectuelle ou autre, et bien sûr les antécédents d'état de mal et les antécédents psychiatriques. Et là, il y a aussi chez les enfants l'association de plusieurs types de crises, l'augmentation, la fréquence des crises très élevée avant le début du traitement et les antécédents familiaux de premier degré sont aussi des facteurs de risque de pharmacorésistance qu'il faut avoir à l'esprit dès qu'on fait notre diagnostic d'épilepsie. Les lésions cérébrales aussi, certaines lésions cérébrales, et Dr Ouazzane nous a bien expliqué que la sclérose hypocampique, qu'elle soit isolée ou associée à d'autres malformations, est pharmacorésistante. Les malformations corticales aussi sont très pharmacorésistantes, 76%, et bien sûr, l'association de ces anomalies rend notre tâche encore plus difficile. Les encéphalopathies épileptiques, surtout les encéphalopathies épileptiques développementales d'origine génétique et surtout précoce, sont aussi des pourvoyeurs de pharmacorésistance. Donc, il ne faut pas vraiment, on ne va pas attendre ni 18 mois ni une année pour faire le diagnostic de cette pharmacorésistance et de proposer à ces enfants un traitement adéquat. C'est l'exemple de ce garçon de 6 ans. Il était venu à l'âge de 2 ans pour des crises hémicorporelles gauche. L'examen à ce moment était normal. Il y avait peut-être des pointes centrotemporales à droite. Le scanner était, peut-être qu'il y avait une petite dilatation du système ventriculaire à gauche. À ce moment-là, on s'est dit que c'est possible qu'il avait une souffrance et que c'était une paralysie cérébrale. On l'a mis sous traitement valproate, il ne s'améliore pas. Il y a une aggravation avec une épilepsie pratiquement partielle continue, c'est-à-dire avec dyclonie au niveau des membres inférieurs et du membre supérieur gauche et de la face gauche. Associée à cette épilepsie focale continue, on a une hémiplégie qui est en train de s'installer là au niveau de tout, enfin de l'hémiface et de l'hémicorps, et avec une atrophie de l'hémisphère gauche. Et en fin de compte, quand on a fait un scanner de contrôle, l'atrophie hémisphérique était évidente et le diagnostic de syndrome de Rasmussen s'était donné. À ce moment-là, on pouvait associer plusieurs médicaments antiépileptiques. On a essayé les gamma-globulines, la corticothérapie, aucune amélioration, et c'est vraiment l'hémisphérotomie qui a été faite grâce au professeur Olivier Delalande qui était venu à Sfax qu'on a pu faire cette intervention. Et depuis, là, c'est un jeune homme, il n'a plus fait de crise, il a arrêté les traitements, il a cette hémiplégie, mais il l'avait avant, mais au moins on a sauvé cet enfant sur le plan cognitif. Alors, un petit rappel des mécanismes de la pharmacorésistance, c'est-à-dire qu'est-ce qui cause cette pharmacorésistance. Et là, beaucoup d'études ont été faites. On peut dire que nous avons pratiquement
trois mécanismes probables, des mécanismes qui sont liés à la maladie, des mécanismes qui sont liés au médicament lui-même et des mécanismes qui sont génétiques, bien sûr. Et là, les mécanismes génétiques, maintenant, sont de plus en plus connus. Alors, le réseau neuronal par lui-même, avec les crises répétées qui entraînent la mort neuronale et un remodelage pathologique du réseau neuronal par eux-mêmes, sont responsables de cette pharmacorésistance. Il y a aussi la sévérité intrinsèque de l'épilepsie elle-même, un âge de début précoce, une activité épileptique intercritique et des états de mal et les comorbidités, certaines comorbidités comme les troubles psychiatriques sont en eux-mêmes responsables d'une libération élevée de glutamate et donc elles sont responsables de cette hyperexcitabilité et de cette pharmacorésistance. Il y a aussi les anomalies génétiques qui peuvent être responsables comme les polymorphismes ou des variations génétiques qui peuvent entraîner des changements de la fonctionnalité de la protéine spécifique et modifier la pharmacocinétique et la pharmacodynamique des molécules anti-épileptiques. Il y a aussi la modification de la cible du médicament antiépileptique avec un changement moléculaire qui entraîne une mauvaise sensibilité de cette cible aux médicaments antiépileptiques, donc il n'y aura pas d'action. Mais il y a aussi des anomalies du transporteur, expression élevée des transporteurs des médicaments. Et l'exemple le plus typique, c'est la P-glycoprotéine avec la variation génétique ABCB1, qui est la mieux connue, qui vont augmenter la sortie du médicament de la cellule et donc ils vont diminuer sa fonctionnalité et son efficacité. Et bien sûr, il y a des causes qui sont dues à une modification de la pharmacocinétique avec une altération du métabolisme et élimination des médicaments antiépileptiques, ce qui va entraîner enfin, l'inefficacité de ces médicaments et ce qui va entraîner cette pharmacorésistance. Bien sûr, chaque hypothèse ou chaque cas ne va pas travailler tout seul. Il y aura une intrication, une interrelation entre ces différents mécanismes. Par exemple, les variations génétiques, ils vont agir sur les cibles du traitement, il va agir aussi sur la pharmacocinétique, ils vont agir aussi sur les transporteurs des médicaments. Il y a aussi la sévérité intrinsèque de la maladie va entraîner des anomalies du réseau neuronal, mais aussi ils peuvent aussi interagir avec les transporteurs des médicaments. Et donc, vous voyez que les choses ne sont pas aussi simples qu'on le croit. Il faut penser à tous ces éléments quand on pense à une pharmacorésistance. Alors, un petit mot avant de terminer sur la prise en charge de cette pharmacorésistance. Premièrement, la meilleure prise en charge, c'est la prévention, c'est l'indication de la première monothérapie. Il faut être sûr, bien sûr, quand c'est possible, parfois ce n'est pas possible, mais l'indication de la première monothérapie est très importante. Les critères de choix sont primordiaux, il faut les avoir à l'esprit. Sinon, ce qu'on a, quels sont les moyens? Bien sûr, on a toujours les médicaments antiépileptiques, mais on va les utiliser autrement. Il y a aussi la chirurgie, il y a aussi le régime cétogène, la neurostimulation, mais n'oubliez pas aussi l'hygiène de vie. Et ça, c'est un élément très important. Alors, pour les médicaments antiépileptiques, et là, je vous rappelle l'étude de Brody qui a été faite en 2012, c'est un article Princept pour l'utilisation, la première utilisation des médicaments. Ils ont fait une étude qui a montré qu'après le premier traitement, on aura 49% de réponses. Un deuxième traitement, on augmente jusqu'à de 13%. Le troisième médicament, on augmente à 3%. Et le quatrième médicament, seulement de 1%. Donc, c'est pour vous dire que si vous devez agir, c'est vraiment à la première monothérapie. Il faut être vraiment très strict dans notre choix. Le deuxième monothérapie, on augmente un tout petit peu. Mais il faut se dire aussi, il faut pas quand même déprimer. Jusqu'à le 7e antiépileptique, on a toujours un petit gain. Mais après ça, ce n'est pas la peine de chercher un gain quelconque de ces médicaments. On peut aussi, à côté de médicaments qu'on connaît, il y a d'autres médicaments qu'on peut utiliser, tels que le cannabidiol. Là, ce sont des médicaments spécifiques. Et là aussi, il faut se rappeler qu'avec l'amélioration des biologies moléculaires et des résultats génétiques, maintenant, on parle plus de traitements précis, de traitements ciblés en fonction de l'anomalie génétique. L'exemple le plus typique, c'est les encéphalopathies épileptiques
à mutation QCQ2, si vous faites le diagnostic, ça ne sert à rien de donner, d'essayer tous les médicaments. Il suffit de donner la carbamazépine pour ces enfants, ces nouveau-nés. Vous aurez la paix, vous aurez une évolution extraordinaire. Un autre moyen aussi préventif, si on peut le dire entre guillemets, c'est le traitement de la sclérose tubereuse de Bourneville pour éviter et pour améliorer cette pharmacorésistance. Là, le diagnostic précoce d'une sclérose tubereuse de Bourneville, même s'il n'y a pas d'anomalie de signes cliniques, si on met en évidence ces anomalies au niveau, ces tubères au niveau de l'IRM, et si on met des anomalies épileptiformes sur le G, on peut donner le traitement avec le Sabril. Et là, ça permet de retarder l'apparition des crises épileptiques et un meilleur développement. Et comme vous le savez, la sclérose tubereuse de Bourneville, l'épilepsie, quand elle s'installe, elle est d'une façon générale, c'est une épilepsie pharmacorésistante avec des conséquences sur sur le niveau intellectuel ou le niveau cognitif et sur les troubles psychiatriques qui est très important. Donc ici, vraiment, ça justifie. Et là, parmi les moyens qu'on doit avoir à l'esprit, c'est ce traitement préventif dans certaines situations. Bien sûr, il y a aussi la chirurgie dans la sclérose hippocampique, et la docteur Rida Wazen l'a bien démontré aujourd'hui. L'âge actuellement n'est plus un obstacle, et là, ça c'est parce qu'avant c'était une contre-indication pour la chirurgie. Maintenant, quand on sait, quand on peut faire l'anesthésie, il y a le moyen de faire l'anesthésie, là on peut proposer la chirurgie. Par exemple, l'exemple le plus typique, c'est le syndrome de West chez cet enfant avec ses spasmes en flexion. Les spasmes avec l'hypsarythmie entre les crises. Et là, quand on fait l'IRM, on met en évidence cette anomalie, cette dysplasie corticale. Et là, si on propose la chirurgie pour ces patients, il y aura une résolution des crises et une amélioration. Et là, on peut sauver ce patient. Ça ne sert à rien dans ces cas d'attendre, d'essayer le premier, le deuxième médicament. Il faut vraiment s'acharner à mettre en évidence l'étiologie, surtout chez les enfants, et proposer la chirurgie très précocement. La neurostimulation, on l'a vu ce matin avec la stimulation surtout du nerf vague ou stimulation profonde qui diminue la fréquence et la sévérité des crises épileptiques. Malheureusement, ce n'est pas d'utilisation très fréquente et très facile pour nous puisque dans certains pays de notre région, il n'y a pas encore la sécurité sociale, il n'y a pas de remboursement et ça coûte vraiment cher, mais ça peut améliorer, ça peut faire gagner, diminuer la fréquence des crises à 50% et surtout, ça peut améliorer, ça peut rendre les crises moins agressives et moins importantes. Le régime cétogène, surtout chez l'enfant, il diminue de 50% la fréquence des crises épileptiques. L'utilisation la plus pratique et la plus connue, c'est bien sûr le déficit en gluten. Et bien sûr, je ne terminerai pas avant d'insister sur la nécessité de conseiller à nos patients, à nos personnes, à ces enfants, à ces adultes, à ces adolescents, une hygiène de vie convenable, parce parfois avec le meilleur traitement qu'on a, avec une dose bien adaptée, une épilepsie pour nous qui n'est pas très sévère, et on est confronté parfois à une épilepsie pharmacorésistante parce que le sommeil n'a pas été respecté. Dans certains cas, et surtout dans les épilepsies, les épilepsies avec le déficit, c'est le jeûne qui va déclencher ça. Certains excitants, le stress, les stimulations sensorielles peuvent aggraver certaines épilepsies et peuvent vraiment être la source de cette fausse pharmacorésistante. Et donc, notre devoir, c'est de conseiller à nos patients d'éviter ces difficultés et d'éviter avec le traitement, il y a l'ordonnance. Moi, je dis toujours que le médicament, c'est 50% du chemin, l'autre 50%, c'est le patient avec son observance du traitement, avec son hygiène de vie, la famille, tout doit être pris en compte dans l'évaluation de cette pharmacorésistance. Et avant de donner le diagnostic d'une épilepsie pharmacorésistante et d'envoyer le patient en chirurgie ou d'envoyer le patient dans un centre spécialisé, il faut vraiment éliminer toutes ces situations.
Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que la prochaine fois, on vous verra, on sera face-to-face dans notre petite ville. Merci beaucoup.